là, nous, on a opté pour le Douglas. Pour nous, c'est un bois qui est facile d'accès en ce moment. On n'a pas de mal à en trouver. Il a des très bonnes qualités de résistance aux intempéries, résistance aux insectes. Il résiste bien une fois qu'il est sec. C'est un bois qui est élastique, qui est nerveux. On va dire que pour nous, il aurait toutes les qualités requises, même le prix actuellement. Donc c'était un très bon compromis vis-à-vis du travail qu'on a à faire en charpente traditionnelle. Quelle est la durée de croissance du Douglas avant qu'il soit exploitable? On pourrait la calculer ici. On pourrait calculer la durée de croissance avant qu'il soit exploitable. Nous, les bois, on les exploite en fonction de leur diamètre, pas vraiment en fonction de leur âge, c'est-à-dire de la capacité de ce qu'on peut en tirer. Or là, le Douglas qu'on a ici sous les yeux aurait poussé de 7 mm par an. Voilà. Donc un bois de 10 ans, il fait 7 cm. Un bois de 100 ans en ferait 70. C'est des bois qui avaient entre 60 et 80 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Quelle est la différence entre le Douglas que tu travailles là et l'espèce qu'on appelle l'Épicéa de Sitka? Ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés, ni mécaniques, ni chimiques. Enfin, ils ont peu de choses en commun. Et le Douglas, donc les deux sont des espèces qui ne sont pas du tout en naturel chez nous, qui ont été implantées après-guerre, au moment de l'exode rural, au moment où les gens sont allés gagner un niveau de vie plus intéressant à Paris. Et donc à ce moment, ce qui a été abandonné en priorité du fait du manque de main-d'œuvre, c'est les prairies humides et les zones pentues. Et l'épicéa a été planté à peu près dans les mêmes secteurs que le Douglas, à ceci près que le Douglas se comporte beaucoup mieux chez nous que l'épicéa. Il grandit beaucoup moins vite, donc on doit être dans c'est un bois qui est mieux adapté, on va dire, à notre région. Donc il a une croissance normale. Là, je parlais de 7 mm d'accroissement annuel pour l'arbre. C'est une bonne valeur pour du Douglas. Nous, on a des documents qui nous donnent les résistances en fonction de la taille des cernes d'accroissement. Et les épicéas, on en a qui ont été abattus à 50 ou 60 mètres d'ici, une parcelle. J'ai mesuré des cernes d'accroissement de 22 mm. C'est-à-dire que l'arbre poussait 3 fois plus vite que celui-ci. Voilà, donc on se doute bien qu'un arbre qui pousse extrêmement vite ne va pas forcément avoir les mêmes capacités qu'un arbre qui a poussé doucement et qui a un bon rapport entre le bois tendre et le bois dur. Là sur la cerne, on voit bien qu'il a des larges zones de bois dur. C'est un bois qui est assez résistant, quoi. Là on a ici les zones de bois tendre de l'arbre, et là les zones de bois dur. Et on est sur une régularité quasi parfaite, un équilibre quasi parfait entre les deux. Et ça va nous donner un bois qui a un bon comportement mécanique et chimique du fait de son espèce. Quelle est la valeur du Sitka pour, mettons, la construction, puisque tu es dans ce domaine? Alors, c'est une question difficile. L'épicéa de Sitka est un excellent bois. Quand il a poussé dans les Vosges, quand il a poussé en altitude, quand il a été mis dans des conditions qui sont appropriées. Et c'est un excellent bois si on ne l'expose pas à l'humidité. Voilà. Or, chez nous, en implantation chez nous, voilà, en Bretagne, c'est un assez mauvais bois qui a poussé beaucoup trop vite. J'ai pas d'autre image que de dire c'est des arbres obèses. C'est des arbres obèses qui ont poussé beaucoup trop vite pour développer des capacités intéressantes. On a en altitude, au-delà de 2000 mètres, on a des épicéas de Sitka qui se développent, ils ont la vie dure, ils ont des hivers très rigoureux et des étés néanmoins assez chauds. Donc c'est des arbres dont la croissance est ralentie, le terrain est pauvre, c'est un terrain caillouteux si on veut. Et du coup on peut avoir sur certains épicéas d'une qualité magnifique des cernes d'accroissement d'un demi-millimètre. Ce qui fait que comparé à nos cernes d'accroissement que j'ai pu mesurer de 22 mm, on a un arbre qui a poussé 44 fois plus vite. Voilà. Donc on a presque un être aberrant. Voilà. Donc là, on a fabriqué une ferme qu'on appelle ferme à Blochet. D'accord ? Donc la ferme, c'est l'ensemble en A qui va tenir les pannes sur lesquelles on va pouvoir poser la couverture. Et donc c'est tout bête, le principe de la ferme à Blochet, c'est que cette poutre, qui aurait dû normalement être à cette place-ci, a été descendue un petit peu
de façon à ce qu'on gagne du dégagement pour pouvoir passer debout dans la ferme, quoi. Donc là on voit, même quand on aura mis le plancher, on a la place de passer en dessous. Voilà. Donc là tout l'ensemble c'est fait à tenon et mortaise. D'accord, on voit bien là, c'est très clair. Ici on voit le tenon qui traverse sa mortaise, quoi. Voilà. Et puis pour ce qui est d'un parti pris esthétique, on a choisi de mettre des pièces qui étaient légèrement courbes à divers endroits. Là ici les jambettes ou l'entrée ici un petit peu au-dessus, quoi. Voilà. Et c'est courant comme mode de construction des fermes, ça? Donc le principe de fabriquer une charpente en ayant une ferme maîtresse ou plusieurs et puis les pannes qui courent dessus, c'est vraiment très ancien. On pourrait dire que ce serait du XIIIe siècle et même bien avant. Et puis c'est des systèmes constructifs qui sont abandonnés au profit de choses plus simples, plus rapides. Néanmoins c'est assez classique. Et après dans le principe d'avoir des fermes qui sont assemblées tenon mortaise, on a divers niveaux de difficulté et puis une ferme à blocher comme ça représente un certain nombre d'assemblages. Ça commence à être des modèles un petit peu compliqués, quoi. Voilà. C'est très très pratique, très efficace, très stable et c'est un petit peu compliqué. C'est pas sorcier vraiment, mais c'est un petit peu... c'est dans les choses un petit peu plus complexes que le standard.